Le 12 septembre 1945, le désert de Muroc en Californie s'étendait sous un soleil impitoyable. Harry Crosby, pilote d'essai chevronné de 32 ans, s'allongea dans le cockpit étroit du Northrop XP-79B, un appareil entièrement peint en blanc qui brillait comme un fantôme sous la lumière crue. Contrairement à tous les avions qu'il avait pilotés auparavant, celui-ci exigeait qu'il reste couché sur le ventre, le visage tourné vers le sol à travers un hublot blindé. Les ingénieurs avaient expliqué que cette position permettrait aux pilotes de supporter des forces gravitationnelles extrêmes lors des manœuvres à haute vitesse. Crosby serra les dents, vérifia ses instruments une dernière fois et poussa les manettes des gaz. Les deux turboréacteurs Westinghouse 19B rugirent derrière lui, libérant une puissance combinée de 2300 livres de poussée. L'appareil s'élança sur la piste poussiéreuse du lac asséché, accélérant rapidement vers sa vitesse de décollage. Soudain, un camion de pompiers de l'armée traversa directement sa trajectoire. Crosby coupa brutalement les gaz, évitant la collision de justesse. Son cœur battait la chamade. Il attendit que le véhicule dégage la piste, puis ralluma les moteurs. Cette fois, rien ne l'arrêta. Le XP-79 bondit dans les airs, grimpant rapidement vers 3000 mètres d'altitude. Pendant 15 minutes, Crosby testa les capacités de virage de cet engin révolutionnaire. Puis, lors d'une manœuvre apparemment anodine, l'appareil bascula violemment et entra dans une vrille incontrôlable, le nez pointant vers le sol. Crosby lutta désespérément avec les commandes, mais rien ne répondait. L'avion tournoyait comme une feuille morte, plongeant vers le désert à une vitesse terrifiante. À 1000 mètres d'altitude, Crosby comprit qu'il devait abandonner l'appareil. Il actionna l'ouverture d'urgence et fut éjecté dans le vide. Mais le destin avait d'autres plans. Son corps heurta violemment l'aile de l'appareil lors de la sortie. Le choc fut si brutal qu'il perdit connaissance instantanément, incapable d'ouvrir son parachute. Harry Crosby s'écrasa dans le désert quelques secondes avant que le XP-79 ne percute le sol dans une explosion spectaculaire. Les flammes qui jaillirent n'étaient pas rouges ou orangées comme celles d'un incendie ordinaire, mais d'un blanc aveuglant, presque insoutenable à regarder. Le magnésium qui recouvrait la structure de l'appareil brûlait à plus de 2000 degrés, créant une colonne de fumée visible à des kilomètres à la ronde. Ainsi s'acheva le premier et unique vol de la tronçonneuse volante américaine, un engin conçu pour accomplir l'impossible et prôner les bombardiers ennemis en plein ciel et les découper comme du bois. Mais comment les États-Unis en étaient-ils arrivés à concevoir une machine aussi radicale et dangereuse ? Pour comprendre, il faut remonter 3 ans plus tôt, à l'époque où les formations de bombardiers américains au-dessus de l'Europe subissaient des attaques dévastatrices. Les équipages rentraient à leur base avec des récits terrifiants d'un nouvel ennemi qui déchirait le ciel à des vitesses jamais vues auparavant. Les Allemands avaient déployé le Messerschmitt Me-163 Comet, un chasseur-fusée révolutionnaire propulsé par un moteur-roquette Walter HWK 509. Cet appareil pouvait atteindre 950 km/h, une vitesse stupéfiante pour l'époque. Il grimpait comme une flèche, interceptait les bombardiers lourds avec une agressivité féroce, puis redescendait en planant une fois son carburant épuisé après seulement 8 minutes de vol propulsé. Bien que son efficacité au combat restât limitée en raison de cette autonomie ridicule et d'une maniabilité délicate, le Comet représentait un bond technologique qui terrifia l'état-major américain. Les généraux américains comprirent immédiatement que l'Allemagne avait franchi une frontière technologique décisive. Si les ingénieurs du Troisième Reich parvenaient à perfectionner leurs chasseurs à réaction et à résoudre les problèmes d'autonomie, la supériorité aérienne alliée pourrait s'effondrer en quelques mois. Washington ordonna aux industriels de l'aviation de développer des contre-mesures radicales, peu importé leur degré d'extravagance. Parmi les concepteurs sollicités figurait Jack Northrop, un homme obsédé par une vision singulière depuis ses débuts dans l'aéronautique.
Né en 1895, Northrop avait commencé sa carrière à 21 ans comme dessinateur technique chez Lockheed Aircraft Manufacturing Company. Dès cette époque, il griffonnait dans ses carnets des croquis d'appareils sans fuselage, de pures ailes volantes qui défieraient toutes les conventions. En 1923, il participa à la conception du Douglas World Cruiser, puis collabora au développement du Lockheed Vega, un monoplan de transport civil aux performances exceptionnelles que pilotèrent des aviateurs légendaires comme Amelia Earhart et Wiley Post. Mais ses succès commerciaux ne satisfaisaient pas ses ambitions. Northrop voulait prouver qu'une aile volante pure possédait intrinsèquement les meilleures capacités de portance tout en minimisant la traînée aérodynamique. Sans fuselage ni empennage traditionnel, un tel appareil serait plus léger, plus rapide et moins coûteux à produire. En 1939, il fonda Northrop Aircraft Incorporated et obtint enfin les moyens de concrétiser ses théories. Il construisit le N1M, son premier prototype d'aile volante fonctionnelle, suivi du XP-56, un chasseur expérimental qui ne dépassa jamais le stade des essais. Lorsque l'armée de l'air américaine lança son appel d'offres pour un intercepteur capable de rivaliser avec les jets allemands, Northrop présenta un projet si audacieux qu'il laissa les officiers stupéfaits. Son appareil ne se contenterait pas de combattre les bombardiers ennemis, il les découperait littéralement en morceaux en les éperonnant à pleine vitesse. Le concept reposait sur une logique brutale. Les bombardiers lourds allemands volaient en formation serrée, protégés par des dizaines de mitrailleurs qui arrosaient le ciel de projectiles. Un chasseur conventionnel devait maintenir une trajectoire stable suffisamment longtemps pour viser et tirer, s'exposant ainsi aux tirs défensifs. Northrop proposa une approche diamétralement opposée. Son XP-79 filerait à travers les formations ennemies à plus de 800 km/h, utilisant ses bords d'attaque renforcés comme des lames géantes pour trancher les queues et les ailes des bombardiers. La vitesse serait telle que les artilleurs adverses n'auraient aucune chance de l'abattre. Pour protéger le pilote durant ses passes suicidaires, la structure entière serait recouverte de plaques de magnésium de fort calibre, un métal léger mais extraordinairement résistant. Le cockpit disposerait d'un pare-brise en verre blindé capable d'arrêter les balles de calibre 12,7 mm. Surtout, le pilote adopterait une position couchée sur le ventre, censée lui permettre d'encaisser des accélérations de 12 G lors des virages extrêmes. Les médecins militaires avaient théorisé que cette posture réduirait les risques d'évanouissement dus à la force centrifuge qui drainait habituellement le sang du cerveau vers les jambes. L'état-major accepta la proposition en 1942 et alloua des fonds pour 2 prototypes. Le programme débuta sous le nom de code Projet 12. Northrop commença par construire des planeurs d'essai désignés MX-334 pour valider l'aérodynamique révolutionnaire de sa conception. Ces appareils possédaient une envergure de seulement 9,75 m et pesaient à peine plus d'1 tonne. Les premiers vols planés en octobre 1943 révélèrent une maniabilité acceptable mais inquiétante. Le planeur répondait nerveusement aux commandes, oscillant sans prévenir entre stabilité et instabilité. Northrop décida néanmoins de passer à l'étape suivante en installant un moteur fusée Aerojet XCAL 200 alimenté par de la monoéthylaniline et de l'acide nitrique. Cette version motorisée reçut la désignation MX-324. Le 23 juin 1944, elle accomplit le premier vol propulsé d'un avion-fusée sur le sol américain. Le triomphe fut éphémère. Le moteur fusée XCAL 200 consommait son carburant toxique en moins de 4 minutes, transformant chaque vol en une course désespérée contre la montre. Les ingénieurs d'Aerojet s'acharnèrent pendant des mois à améliorer l'autonomie, mais leurs efforts restèrent vains. Chaque modification entraînait de nouveaux dysfonctionnements. Les pompes à carburant se corrodaient au contact de l'acide nitrique, les joints d'étanchéité fondaient sous la chaleur extrême, et les chambres de combustion se fissuraient après quelques allumages seulement. Northrop comprit que la propulsion par fusée constituait une impasse technologique.
En désespoir de cause, il se tourna vers Westinghouse, qui venait de mettre au point un turboréacteur compact, le modèle 19B. Chaque moteur générait 1150 livres de poussée, soit nettement moins que prévu initialement, mais au moins il fonctionnait de manière fiable. Cette décision bouleversa complètement l'architecture de l'appareil. Le XP-79 dut être entièrement repensé pour accueillir 2 réacteurs placés de part et d'autre du cockpit, aspirant l'air par des prises latérales jumelles. Les ingénieurs redessinèrent l'aile en augmentant sa flèche et ajoutèrent 4 dérives verticales aux extrémités pour compenser l'instabilité chronique observée sur les planeurs. Le train d'atterrissage adopta une configuration inédite à 4 jambes disposées en carré, abandonnant le système tricolore classique. Pendant que Northrop luttait avec ses problèmes techniques interminables, la guerre évoluait de façon dramatique. En 1944, la Luftwaffe allemande avait cessé d'envoyer des vagues massives de bombardiers au-dessus de la Manche. La bataille d'Angleterre appartenait désormais au passé. Les formations de bombardiers ennemis que le XP-79 devait intercepter et découper n'existaient tout simplement plus. Au contraire, c'étaient les forteresses volantes américaines qui pilonnaient l'Allemagne jour et nuit, réduisant les villes en cendres. La mission même pour laquelle cet avion bizarre avait été conçu devenait obsolète avant même son premier vol. Pourtant, l'armée maintint le financement du programme, peut-être par simple curiosité scientifique ou par crainte de gaspiller les millions de dollars déjà engloutis. En juin 1945, 2 mois après la capitulation allemande, le prototype XP-79B portant le numéro de série 43-35124 fut enfin terminé. Il mesurait 4,30 m de longueur pour une envergure de 11,60 m et pesait 2700 kg à vide. Sa silhouette évoquait une raie manta métallique, avec son cockpit bulbeux enchâssé dans le nez triangulaire. Les plaques de magnésium qui recouvraient sa structure brillaient d'un éclat argenté presque aveuglant sous le soleil californien. L'appareil fut transporté par camion jusqu'au lac asséché de Muroc, un site d'essai militaire perdu au milieu du désert des Moraves. Les premiers roulages au sol en juin révélèrent immédiatement des défauts inquiétants. À chaque accélération sur la piste poussiéreuse, les pneumatiques explosaient les uns après les autres dans des détonations sèches. Les ingénieurs remplacèrent les pneus, ajustèrent la pression, modifièrent la répartition des masses, mais le problème persistait. Certains soupçonnaient que le magnésium de la structure générait des vibrations harmoniques destructrices à certaines vitesses. D'autres accusaient le train d'atterrissage quadruple d'exercer des contraintes asymétriques sur les roues. Personne ne trouvait de solution définitive. Malgré ces signes alarmants, l'état-major ordonna de procéder au vol inaugural. La guerre contre le Japon continuait dans le Pacifique, et même si le DP-79 ne servirait jamais au combat, les données recueillies pourraient alimenter de futurs projets. On sélectionna Harry Crosby comme pilote d'essai. Cet homme de 32 ans avait accumulé des centaines d'heures sur prototypes expérimentaux et jouissait d'une réputation de sang-froid exceptionnel face aux situations critiques. Il étudia méticuleusement les caractéristiques de l'appareil, s'entraîna dans des simulateurs rudimentaires et pratiqua la position couchée dans une maquette de cockpit jusqu'à ce que ses muscles s'habituent à cette posture contre nature. Le matin du 12 septembre, Crosby arriva sur le site d'essai avant l'aube. Les techniciens effectuèrent les vérifications préalables, tandis que le pilote enfilait sa combinaison de vol. Des mécaniciens ouvrirent l'écoutille du cockpit et aidèrent Crosby à se glisser dans l'habitacle exigu. Il s'installa sur le ventre, ajustant son corps contre les rembourrages étroits qui maintenaient sa position. Devant ses yeux, le tableau de bord rudimentaire affichait les instruments essentiels. À travers le hublot blindé sous son visage, il distinguait la surface craquelée du lac asséché qui s'étendait à perte de vue. Les techniciens refermèrent l'écoutille hermétiquement et reculèrent. Crosby enclencha les systèmes électriques, vérifia les jauges de carburant et activa les turboréacteurs l'un après l'autre.
Les deux Westinghouse montèrent progressivement en régime avec un sifflement aigu qui se transforma rapidement en rugissement assourdissant. Les vibrations parcoururent toute la structure métallique. Crosby relâcha les freins et poussa doucement les manettes vers l'avant. Le XP-79 commença à rouler, prenant de la vitesse sur la piste. Soudain, dans son champ de vision limité par le hublot ventral, Crosby aperçut un véhicule militaire qui traversait directement sa trajectoire. Un camion de pompiers de l'armée avait quitté sa position de sécurité au mauvais moment. Le pilote n'eut qu'une fraction de seconde pour réagir. Il tira brutalement les manettes en arrière, coupant la poussée des réacteurs. Les freins mordirent dans les tambours avec un crissement strident. L'appareil ralentit violemment, s'immobilisant à quelques mètres seulement du véhicule inconscient du danger qu'il venait de créer. Le conducteur du camion réalisa enfin son erreur et dégagea précipitamment la piste en marche arrière. Crosby attendit que son rythme cardiaque ralentisse, inspira profondément et reprit ses esprits. Les contrôleurs au sol lui donnèrent l'autorisation de recommencer. Cette fois, personne n'interrompit sa course. Les réacteurs hurlèrent de nouveau à pleine puissance. Le XP-79 bondit en avant, accélérant rapidement sur le lit du lac. À 160 km/h, Crosby tira légèrement sur le manche et sentit l'appareil quitter le sol avec une aisance surprenante. Les roues se rétractèrent dans leur logement avec un claquement métallique. Il inclina légèrement l'aile et amorça une montée régulière vers le ciel bleu du désert. Les minutes suivantes se déroulèrent sans incident majeur. Crosby grimpa jusqu'à 3000 mètres d'altitude, explorant prudemment le comportement de cette machine unique. Il effectua quelques virages doux, testant la réactivité des gouvernes. L'appareil répondait avec une nervosité palpable, comme un cheval ombrageux prêt à se cabrer au moindre mouvement brusque. Néanmoins, Crosby parvint à maintenir le contrôle. Il nota mentalement les particularités du vol en position couchée. Sa vision restait limitée aux instruments et au sol visible à travers le hublot inférieur. Pour évaluer sa position dans l'espace, il devait se fier presque exclusivement au cadran devant lui. Après 15 minutes de vol d'essai, Crosby décida d'exécuter un virage plus serré pour évaluer les limites de maniabilité. Il inclina le manche sur la gauche tout en appliquant une légère pression sur le palonnier. Instantanément, quelque chose se brisa dans le comportement de l'appareil. Le XP-79 bascula violemment sur l'aile gauche, bien au-delà de l'angle commandé. Crosby contra immédiatement en ramenant le manche vers la droite, mais l'avion refusa d'obéir. Au contraire, il s'enfonça dans une rotation de plus en plus rapide. Le nez plongea vers le bas, tandis que l'appareil entrait dans une vrille plate, incontrôlable. Le sol se rapprochait en tournoyant follement dans le hublot de Crosby. Il lutta désespérément avec les commandes, tentant toutes les procédures de récupération qu'il connaissait. Il réduisit les gaz, poussa le manche en avant, appliqua le palonnier opposé au sens de rotation. Rien ne fonctionnait. L'appareil continuait sa danse mortelle vers le désert. L'altimètre défilait à une vitesse terrifiante. 2500 mètres, 2000 mètres, 1800 mètres. Crosby comprit qu'il n'avait plus le choix. À 1200 mètres d'altitude, il abandonna les commandes et chercha frénétiquement la poignée d'éjection d'urgence. Il la trouva, tira dessus d'un coup sec. L'écoutille explosa sous la pression des charges pyrotechniques et fut arrachée par le vent hurlant. Le vent s'engouffra dans le cockpit avec une violence inouïe, arrachant presque Crosby de son siège. Il détacha rapidement ses sangles de sécurité et se propulsa hors de l'habitacle. Son corps fut immédiatement happé par le flux d'air tourbillonnant autour de l'appareil en perdition. Mais le XP-79 tournoyait si violemment que sa géométrie devenait un piège mortel. Au moment précis où Crosby quittait le cockpit, l'aile gauche de l'appareil pivota dans sa trajectoire. Le bord d'attaque renforcé de magnésium, cette même structure conçue pour découper les bombardiers ennemis, frappa le pilote en pleine poitrine avec la force d'un marteau géant lancé à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Le choc fut d'une brutalité absolue.
Les côtes de Crosby se brisèrent instantanément. Ses poumons se vidèrent d'un coup. Sa tête bascula en arrière sous l'impact, sa nuque se tordit dangereusement. Le pilote perdit connaissance avant même de réaliser ce qui venait de se produire. Son corps inerte tomba en chute libre vers le désert, bras et jambes écartés dans le vide. La poignée d'ouverture du parachute pendait inutilement contre sa combinaison, mais Crosby n'avait plus aucune conscience pour l'actionner. Il chuta pendant plusieurs secondes interminables avant de percuter le sol rocailleux du lac asséché dans un nuage de poussière blanche. Les observateurs au sol, qui suivaient la scène depuis la tour de contrôle avec des jumelles, virent le petit point blanc du parachute qui ne s'était jamais ouvert. Quelques secondes après que Crosby eut touché le sol, le XP-79B poursuivit sa course mortelle. L'appareil tournoyait toujours sur lui-même, décrivant une spirale de plus en plus serrée. À 500 mètres d'altitude, il bascula complètement sur le dos, le ventre du fuselage tourné vers le ciel. Puis, il piqua du nez dans un angle presque vertical. Les réacteurs hurlaient encore à plein régime, poussant l'avion vers sa destruction finale. L'impact fut cataclysmique. Le XP-79 frappa le désert à une vitesse estimée à plus de 600 km/h. La structure de magnésium se disloqua instantanément, libérant les réservoirs de kérosène qui se répandirent sur les débris brûlants. Mais ce fut le magnésium lui-même qui transforma l'accident en spectacle pyrotechnique apocalyptique. Ce métal possède une propriété terrifiante lorsqu'il brûle. Une fois enflammé, il atteint des températures dépassant 2000 degrés Celsius et produit une flamme d'un blanc éblouissant, presque impossible à regarder directement. Les plaques de blindage qui devaient protéger le pilote des balles ennemies devinrent le combustible d'un brasier infernal. Une colonne de fumée blanche monta vers le ciel, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les pompiers qui accoururent sur les lieux ne purent rien faire. L'eau projetée sur un feu de magnésium ne fait qu'aggraver la combustion en libérant de l'hydrogène qui alimente les flammes. Ils durent attendre plusieurs heures que le métal consume entièrement ses réserves d'oxygène. Lorsque les cendres refroidirent enfin, il ne restait qu'une tache noircie sur le sol du désert et quelques fragments tordus méconnaissables. Le XP-79 avait vécu exactement 15 minutes. Son unique vol s'était soldé par la mort de son pilote et la destruction totale de l'appareil. Les ingénieurs de Northrop examinèrent minutieusement les données enregistrées pendant le vol. Ils conclurent que le problème de stabilité provenait probablement d'une interaction complexe entre la configuration inhabituelle de l'aile et le placement des surfaces de contrôle. Techniquement, affirmèrent-ils, le défaut pouvait être corrigé pour le second prototype. Mais l'armée de l'air avait vu suffisamment. La guerre contre le Japon venait de se terminer après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki au début du mois d'août. Plus aucun bombardier ennemi ne menaçait le territoire américain ou les flottes du Pacifique. Le concept même d'un chasseur bélier destiné à éperonner des formations aériennes massives appartenait désormais à une époque révolue. Des avions à réaction conventionnelle comme le Lockheed P-80 Shooting Star entraient déjà en production et offraient des performances supérieures sans exiger que le pilote risque sa vie à chaque interception. Le programme fut officiellement annulé en octobre 1945. Cependant, les techniques développées pour le XP-79 ne furent pas totalement perdues. Jack Northrop poursuivit son obsession des ailes volantes et appliqua ses connaissances à ses projets suivants. Le bombardier YB-35, puis sa version améliorée, le YB-49, démontrèrent que les ailes volantes possédaient effectivement un potentiel militaire réel. Des décennies plus tard, cette vision aboutirait au bombardier furtif B-2 Spirit. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour partager vos réflexions sur cette machine extraordinaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits fascinants sur l'aviation de la Seconde Guerre mondiale.